La séquence dont j'ai envie de parler aujourd'hui, heu, par laquelle en fait j'ai envie de rentrer dans le film, c'est la séquence très célèbre, peut-être la plus célèbre du film, c'est la séquence, où, les, conscrits bénévoles finalement vont partir, les engagés bénévoles pardon, vont partir, à l'armée, faire la guerre et ce fameux moment, dramatique où Véronica n'arrive pas à dire au revoir à Boris et se rate de peu. Pourquoi cette séquence-là? Peut-être parce que c'est effectivement une des plus célèbres du film, mais aussi parce qu'il me semble qu'elle, de façon très compacte, elle contient en elle un peu, tous les éléments qui permettent de dire justement toute la singularité de ce film, à cette époque, en 1957, en Union soviétique. Alors peut-être pour ouvrir, l'analyse, j'avais envie de citer Nikolai Batalov, qui joue donc Boris dans le film, acteur déjà célèbre à l'époque, et qui dit la chose suivante, alors avec quelques décennies de recul après le film, il dit bon, finalement, cette séquence, qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Est-ce qu'on n'avait pas vu avant des scènes de foule avec 10 fois plus de monde? Est-ce que nous n'avions pas déjà vu la foule et des rangs de combattants filmés en plongée? Et puis, on pouvait diriger les mouvements de foule de manière plus complexe. Autrement dit, dans les éléments de mise en scène de cette séquence, il n'y a ni d'ampleur héroïque, ni de truc décisif de chef opérateur, ni d'aspect coûteux, ni même un événement particulièrement tragique. C'est juste une jeune fille qui rate les adieux avec son amoureux. Voilà. Et alors c'est très intéressant, bon évidemment il minimise énormément les choses, mais il les minimise pour évidemment mieux accentuer à quel point c'est pas chaque élément séparé, mais bien leur manière de travailler ensemble qui vont faire de cette séquence cette espèce de point d'orgue du film, et ce moment essentiel qui est vraiment le point de rupture aussi du film, puisque c'est à partir de là que ça va se dérégler dans la vie de Véronique. Je pense que ça c'est une des choses dont j'avais envie de parler tout de suite, c'est que c'est très important. Euh, euh, comme première manière d'introduire comme une dose de réel dans le cinéma, dans ce cinéma donc du dégel, hein, puisqu'en 1956 on rentre officiellement, donc selon l'historiographie officielle, dans le cinéma du dégel. Et donc on va essayer de réinventer un peu les codes du cinéma par rapport évidemment à ce qu'on a connu avant, qui était le cinéma stalinien, puis voilà, quelques années après la mort de Staline, où c'était encore, on va dire, le cinéma avait beaucoup de réflexes qui étaient ceux quand même d'une fiction extrêmement maîtrisée, et d'une fiction où finalement le réel, s'il avait droit de citer, c'était de façon extrêmement contrôlée et minorée. Et donc là, on va commencer à ouvrir tout d'un coup le monde réel. Et donc, on l'ouvre réel, entre autres, par l'idée du raté. Et donc ce raté, c'est-à-dire raté, c'est très intéressant, parce que c'est en fait une série de ratés. Au moment où Boris va partir, il se dispute un peu avec Véronique, ils n'ont pas le temps de vraiment se réconcilier. Ça va être comme la première note dissonante qui va annoncer tout ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire finalement qu'elle n'arrivera pas à lui rester fidèle. La séquence s'ouvre déjà sur ce plan extrêmement signifiant, où on a une barrière qui sépare Boris de sa sœur. Et donc ça nous prépare déjà à, évidemment, la séparation. C'est-à-dire que tout de suite, le plan, de façon presque insistante, nous dit ce qui va se jouer dans la séquence. C'est-à-dire la limite entre les gens, la séparation entre les gens qui va être assez définitive. Et puis là, tout d'un coup, se produit quelque chose de très étonnant, c'est la caméra va commencer à s'élever en accompagnant Boris qui grimpe pour essayer de voir dans la foule où est Véronica qui l'attend. Sauf que, évidemment, on grimpe avec lui, on découvre un horizon comme ça de foule et on ne va pas la voir. C'est ça qui est très intéressant dans la séquence, c'est qu'on va le revoir à plusieurs reprises. C'est le côté déceptif de ces mouvements de caméra qui sont censés à chaque fois nous aider à nous repérer dans l'espace, et en fait ils ne nous aident pas du tout. Au contraire, ils nous perdent. Ils nous perdent peut-être d'ailleurs d'autant mieux qu'ils nous font croire qu'ils vont nous aider à nous y retrouver. Et puis va commencer un travelling qui est très caractéristique justement du travail de Rossevski et à la fois de ce cinéma du dégel que sont en train de littéralement inventer Mikhail Kalatozov et Rossevski dans ce film. C'est ce long travelling, le long donc de la barrière, avec tous les gens qui se disent adieu. Alors pourquoi est-ce que pour moi ce plan il est très significatif? Bien sûr c'est cette caméra mouvante, ondoyante, qui va retrouver un nouveau rythme, qui était un rythme différent finalement du cinéma de l'époque stalinienne. C'est-à-dire qu'on retourne vers quelque chose qui serait presque en relation, je dirais, avec le cinéma pré-révolutionnaire russe, c'est-à-dire un cinéma qui aime prendre son temps, qui prend le temps d'observer les choses, qui n'est pas toujours dans l'action,
et qui va être parfois dans la contemplation, dans voilà, l'observation, qui va être évidemment un peu mis de côté au moment de l'avant-garde, des avant-gardes des années 20, avec cette idée qu'il faut que ça agisse, il faut que ça bouge, il faut que ça coupe, que ça... Voilà, on propose des plans assez courts. Et puis, avec le cinéma stalinien, ça va de nouveau ralentir, mais pas forcément dans l'idée de la contemplation. Et donc là, tout d'un coup, voilà, on observe les gens, et il y a cette très belle idée des très gros plans en passant sur les gens. C'est-à-dire qu'on passe le long de ces figurants qu'on ne reverra pas, mais chacun a droit à un très gros plan. C'est presque surprenant d'ailleurs, d'être à ce point-là, parfois près des gens, des figurants. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pratiquement chacun d'entre eux aurait pu être finalement le personnage principal du film. Là, on est aussi dans quelque chose qui est essentiel pour l'époque du dégel, c'est la déshéroïsation des personnages. C'est-à-dire qu'on voilà, on va prendre des gens finalement qui n'ont pas des trajectoires toutes tracées, des trajectoires exemplaires. Ce qui va aussi permettre justement de montrer le personnage de Véronica qui est loin d'être exemplaire puisqu'elle, à un moment donné, elle trahit son amour. Cette idée, elle était déjà présente en fait dans la pièce de théâtre qui a inspiré le film. C'est la pièce de théâtre Éternellement vivant de Victor Rozov, qu'il a écrit en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est joué pour la première fois en 1956 et que Kalatozov souhaite immédiatement adapter au cinéma. Et Rozov va travailler sur le scénario avec lui. Pour montrer à quel point cette idée de la déshéroïsation, elle est centrale dans déjà la pièce de théâtre. Je vais lire une citation de Maya Turovskaya, qui est une critique de cinéma de l'époque, historienne de cinéma, qui écrit la chose suivante. Le thème de la pièce était celui de la génération de la guerre. Pas toute la génération, car Rozov laisse de côté la jeunesse héroïque et se tourne vers le destin de soldats inconnus qui parfois accomplissaient des actes héroïques dont personne n'entendrait parler. Et parfois n'avaient le temps de rien accomplir. Vers le destin de ceux qui, restés en arrière, connaissaient l'amertume de l'évacuation, de ceux qui ont tenu, de ceux qui ont plié un temps, de ceux qui se sont brisés à jamais. Nous avons beaucoup d'écrits sur la guerre comme acte héroïque du peuple, et c'est bien naturel. Mais je pense que Rozov a fait quelque chose d'important en montrant la guerre comme un cataclysme qui mutile, certains physiquement et d'autres moralement, comme une épreuve qui plie les faibles jusqu'au sol, et prépare les forts à l'héroïsme. Alors bien sûr, on valorise quand même encore l'héroïsme, mais il y a quand même bien cette idée de tout d'un coup montrer les faibles. Montrer qu'on avait aussi le droit, en tout cas qu'il existait des gens qui ne tenaient pas face à l'épreuve qui était la guerre. Pour moi, ce qui est important aussi ici, c'est l'idée de la guerre comme cataclysme, c'est-à-dire la guerre qui tout d'un coup devient cette espèce de chose anonyme, qui va emporter les destins. Donc évidemment cette séquence qui ondoie le long donc, de ces personnages, de ces figurants en fait, dont le destin de chacun se dessine l'espace d'une réplique, est très intéressant. Alors cette scène évidemment n'existait pas dans la pièce de théâtre, pour cause, parce que c'est une scène de foule. Il y a un détail intéressant, c'est que pendant le tournage de la séquence, Rozov écrit les répliques en fait, qu'on va entendre. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas prévues et il va souvent les inventer en fonction des visages de ceux qui sont là, qui sont filmés. Et donc, il leur invente les répliques qu'ils vont dire, qui sont parfois de l'ordre de l'émotionnel. Ne m'oublie pas, tu m'écris bien tous les jours, enfin, toutes ces choses très touchantes qui font imaginer toute une vie de bonheur, d'amour qui se brise. Et aussi des choses très concrètes. Moi, j'adore ce monsieur qui crie « tu penses bien au chou », enfin voilà, qui est complètement dans quelque chose de très concret. Parce que ça aussi, finalement, ça ouvre un abîme de réel de la vie, quoi. C'est-à-dire, c'est la vie qui est interrompue par ce cataclysme de la guerre. Et certains ne réalisent pas encore que peut-être ils ne reverront jamais leur famille, pensent à des choses très concrètes, peut-être aussi pour s'abriter dans leurs émotions. Tout ça nous est montré là, le long de ce long plan qui ondoie le long de la barrière, qui accompagne en fait Boris, mais qui tout en l'accompagnant prend le temps de s'intéresser à chacun. Et déjà à ce moment-là apparaît le premier contrepoint. C'est une séquence qui est construite énormément en contrepoint. Tout de suite, il y a les gens qui se mettent à chanter, à danser, donc une espèce de musique un peu guillerette, alors qu'on sent bien à la fois l'angoisse de Boris et plus généralement l'angoisse d'autres personnages. Et en même temps qu'on vient de voir passer à l'instant des jeunes filles qui dansent, comme dans un grand moment festif, on a un gros plan sur une jeune femme qui pleure et voilà, on lui essuie les larmes, son amoureux qui doit visiblement partir lui essuie les larmes du visage. La séquence fait beaucoup de fausses promesses aux spectateurs parce qu'à plusieurs reprises, le montage est fait de façon à ce qu'on croit qu'il y ait pratiquement chant contre chant entre Boris et Véronica. Donc en fait, ça nous fait croire qu'ils vont se voir, qu'ils vont se retrouver.
Donc par exemple, à la fin du long plan ondoyant, on a Boris qui est à droite du cadre et qui regarde vers la gauche. Et on voit ensuite arriver Véronica, comme en réponse à lui, elle semble venir vers la caméra dans le bon axe pour lui répondre. Donc on a l'impression qu'ils vont se retrouver. Et évidemment, voilà, tout ça ne prépare que des séries de déceptions pour le spectateur et pour les personnages, puisque les retrouvailles vont être impossibles. Le motif de la barrière est répété à satiété, puisque entre chaque poteau, en fait, Véronica va courir se coller à la barrière pour essayer de voir Boris, et elle n'y arrive pas. Et donc vraiment à chaque fois, elle se colle contre la barrière, à chaque fois on le reçoit nous comme une impossibilité à avancer, surtout que la barrière est vraiment face à la caméra. Et là intervient donc ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne comprend pas bien comment les choses sont organisées en fait. On ne comprend pas l'espace. On revoit Boris près de la barrière, donc on a l'impression qu'il est juste à côté d'elle, donc qui va la voir, et puis en fait rien ne se produit. Donc déception évidemment. On va donc avoir une série de plans qui passent de la foule, parfois avec Véronica, vers les engagés volontaires qui s'apprêtent à partir, à plusieurs reprises aussi jouant sur des simili chant contre chant, donc nous faisant croire qu'il y aura du raccord-regard, donc il y aura des regards qui vont se rencontrer, et puis ça ne marche pas. On retrouve en gros plan Véronica collée à la barrière, qui n'arrive pas à avancer. Donc elle va recommencer ensuite à courir pour le rejoindre. Et là va se passer une autre chose qui me semble tout à fait décisive dans cette séquence, c'est le mouvement à contre-courant. C'est que Véronica remonte le courant d'une certaine manière de la foule, c'est-à-dire qu'en fait la foule l'empêche d'avancer. Et ça c'est très important. Pourquoi ? Parce que alors, des séquences comme ça, des séquences d'engagés qui partent à la guerre, ou de militaires qui partent à la guerre, on en a pléthore dans le cinéma soviétique. Et c'est à chaque fois avec plus ou moins le même type de musique de marche, et c'est toujours le départ, comme on dit, la fleur au fusil. Tout le monde est très joyeux parce qu'on est très heureux d'aller défendre la patrie. Et tout d'un coup, donc évidemment, on voit bien en quoi cette séquence est complètement incroyable, puisqu'elle nous dit en fait le malheur, la tristesse. Alors, soyons quand même honnêtes, c'est évidemment pas la toute première séquence du cinéma soviétique qui raconte la difficulté du départ à la guerre. Par exemple, il y a ce très très beau film de Boris Barnett, Ukraïna, le Faubourg, où on avait, alors c'était la Première Guerre mondiale, c'était pas la deuxième, déjà un moment assez déchirant d'adieu, en tout cas qui disait toute la complexité du moment, à la fois joyeux, à la fois triste. Donc il y a quand même des films qui le font. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans l'époque du cinéma stalinien, c'est vraiment quelque chose qui massivement n'est plus qu'un moment de grande joie collective. Et surtout, plus généralement, dans l'idéologie quand même soviétique, dans l'idéologie donc qui aussi est celle du cinéma, il y a cette idée que le collectif prime sur l'individuel. C'est-à-dire que l'individu, il doit se sacrifier au bénéfice du collectif. S'il refuse de se sacrifier, c'est que c'est un mauvais soviétique. Et si c'est un bon soviétique, eh ben, il est quand même heureux de le faire. Et donc il s'efface, et il s'efface y compris dans la narration cinématographique. On voit bien qu'on change là de tout au tout. Tout d'un coup, au lieu de dire d'abord le collectif, puis l'individuel, on dit, eh ben, nous, émotionnellement, dans cette séquence, on est complètement avec les individus. C'est-à-dire qu'on est dans leur déchirement, dans leur malheur. On n'est pas du tout dans la joie de se sacrifier pour la patrie. Et donc, c'est bien la guerre comme cataclysme qui sépare les destins, et c'est bien l'individu qui prime sur la foule, puisque cette foule, nous la vivons avec Véronica comme un empêchement, et non pas comme un grand moment de communion collective. Véronica va essayer d'avancer, et plus finalement la bande-son est joyeuse, plus la situation de Véronica est dramatique, donc le contrepoint ne fait que s'accentuer au fur et à mesure de la séquence. Et évidemment, on enchaîne donc sur ces faux espoirs donc de rencontre du regard entre les deux personnages, et même au niveau du son, puisqu'à un moment, il semble que Boris a entendu quelque chose, on le voit tout d'un coup se réveiller, regarder partout, et il y a le gars derrière lui qui dit « c'est la mienne ». Voilà, et donc en fait, voilà, Boris, c'est un prénom assez... malheureusement assez banal, et donc quelqu'un d'autre a appelé un autre Boris, voilà, donc c'est vraiment que des rendez-vous manqués. Donc on est toujours dans cette idée du raté, voilà, du raté, la promesse non tenue, en image, en son, et pour le spectateur, et évidemment pour les deux personnages qui n'arrivent pas à se retrouver. Tout à l'heure, je lisais cette citation de Batalov qui parle de ces plans, voilà, qui vont comme ça s'élever au-dessus de la foule. Là, encore une fois, ça joue pour moi de façon extrêmement déceptive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la caméra s'élève, on pense qu'on va pouvoir se repérer, qu'on va pouvoir relier les deux personnages, sauf que de façon extrêmement savante, à chaque fois, les deux personnages sont séparés. C'est-à-dire que le plan qui s'élève à partir de Boris
et ben, on le voit lui, mais du coup on la voit pas elle. Et un autre plan, on va réatterrir, et ben on la voit elle, mais on le voit pas lui. Donc finalement, à chaque fois, on sait qu'ils sont pas loin, mais jamais le spectateur n'arrive à avoir une conception de la géographie de l'espace permettant au moins pour lui de faire le lien entre les deux personnages. Et c'est vraiment le raté absolu, avec ce geste désespéré, évidemment, de Véronica, qui va jeter ses bonbons, biscuits, ce qu'elle a, je ne sais pas très bien ce qu'elle a dans les mains, sous ses pieds. Et encore une fois, on ne sait même pas si c'est ses pieds à lui, puisque la caméra ne s'élèvera pas, elle va rester à ce moment-là sur les pieds. On ne saura pas si il a même senti, ne serait-ce que cette chute d'objet. Une autre chose dont il faut quand même parler si on parle de cette séquence, c'est la virtuosité évidemment de la caméra. Virtuosité donc, qui est imputable pour beaucoup à Sergueï Gorossevski, qui est un grand chef opérateur de l'époque, et qui là va vraiment nous faire épouser l'émotion grandissante des personnages, et surtout l'émotion, l'angoisse grandissante de l'héroïne, qui se précipite aller-retour, et donc la caméra va venir l'accompagner de façon extrêmement voilà, rapide, virtuose, comme si elle aussi elle avait presque le souffle coupé. De façon assez amusante, par exemple, Jacques Doniol-Valcroze, dans Les Cahiers du cinéma en 58, quand le film va sortir en France, va s'interroger de savoir qui est l'auteur du film. Est-ce que c'est Gorossevski, qu'on connaît déjà en fait d'avant en France comme grand chef opérateur? Il a fait par exemple le 41e de Tchoukra, il a travaillé avec Donskoy, avec Poudovkin, avec beaucoup de grands cinéastes soviétiques. Ou finalement, est-ce que le film est vraiment imputable à Kalatozov, dont on connaît quelques films, je pense qu'on ne les connaît pas tous, on ne connaît pas par exemple celle de Svaneti, mais on connaît par exemple Premier Échelon, qui est effectivement un film assez classique, soviétique. Et donc Valcroze discute, Daniel Valcroze discute dans les cahiers en disant mais finalement on se demande qui est le vrai auteur du film. Le travail de la caméra dans le film est quelque chose qui attire énormément l'attention à l'époque. Et je pense parce qu'il y a effectivement la virtuosité, mais il y a aussi cette manière de nous faire épouser le point de vue de l'héroïne par l'affolement de la caméra, voilà, qui à l'époque est encore pas si habituel que ça, encore une fois, qui est quelque chose de tout à fait nouveau dans le cinéma soviétique à l'époque. Je pense que c'est une grande rencontre, en réalité, pour les deux, et qui va révéler réellement voilà, le talent, d'une certaine manière, des deux, de façon absolument spectaculaire, parce que Gorossevski, par exemple, dans le 41e, ne fait pas non plus ce type de travail de façon aussi déployée, aussi spectaculaire. C'est-à-dire que c'est vraiment la rencontre, en l'occurrence, des deux. L'autre chose qui m'intéresse, c'est évidemment la séquence qui vient, on va dire, répondre d'une certaine manière à celle-ci, puisque c'est la séquence finale du film. Il est totalement évident qu'elle répond à tout ce qu'a posé cette séquence-ci en termes de l'individu face à la foule, le destin individuel face au cataclysme de la guerre. C'est évidemment la séquence où Véronica vient accueillir les soldats qui reviennent après la victoire. Et séquence évidemment qui n'existait pas non plus dans la pièce initiale, puisque la pièce est écrite en 1943. Et donc, elle espère encore retrouver Boris, malgré tout, contre finalement toutes les mauvaises nouvelles qu'elle a reçues. Et puis, elle va rencontrer son ami, dans son regard, elle va lire que non, c'est vraiment totalement fini. Et là, il y a ce moment assez incroyable où elle s'immobilise quelques instants, les larmes aux yeux, après, là encore, un discours prononcé par justement son ami. Et puis, elle va décider de distribuer ses fleurs. Il y a un moment, elle va bouger dans la foule, cette foule qui cette fois-ci est vraiment une foule beaucoup plus bienveillante. C'est pas du tout la foule de l'empêchement, comme on l'a vu dans la séquence du départ à la guerre. C'est une foule avec laquelle elle est d'une certaine manière en communion pendant ces quelques instants. On voit bien d'ailleurs ce que raconte le film à ce moment-là, c'est qu'elle décide, elle, d'épouser la joie des autres en mettant de côté son malheur à elle. C'est-à-dire que voilà, c'est finalement cette fameuse communion soviétique, idéologique, malgré tout, qui n'avait pas eu lieu au moment de la séparation, qui va être rejouée ici. Un peu, voilà, c'est un peu la réconciliation avec quand même l'idéologie soviétique, qui est que voilà, elle a perdu, elle est dans le malheur, elle est dans le deuil, mais elle arrive à se réjouir pour les autres, elle arrive à s'effacer au profit du bonheur des autres en distribuant donc ces fleurs. Et là encore, on va glisser sur des visages et on va être dans comme ça quelques destins individuels, et en particulier ce moment absolument charmant où on voit un militaire qui embrasse les fesses d'un bébé qui est en fait sa petite fille qu'il n'a donc jamais connue puisqu'elle est née pendant qu'il était au front. Voilà, et donc ce moment qui, voilà, encore une fois, nous ouvre
tout un abîme de vies individuelles qui ont été mises en pause, qui ont été mises de côté, qui ont été peut-être brisées, et là, voilà, par ce moment de retrouvailles extrêmement touchant. Et pareil, encore des figurants, des personnages complètement, voilà, qui vont occuper le devant de l'écran l'espace de quelques instants et qu'on ne reverra jamais. Donc finalement, tout le monde mérite d'être le héros d'un film, hein, même ceux qui ne sont pas des héros. Mais malgré tout, et là je trouve ça très très beau, le film maintient quand même sa ligne singulière à la toute fin, puisque donc après le passage des cigognes, ces fameuses cigognes qui la renvoient évidemment au rendez-vous amoureux par lequel on avait découvert le couple de Boris et de Véronica. Le père de Boris rentre donc dans l'image, va venir enlacer les épaules de Véronica et ils vont partir, pour le coup de nouveau à contre-courant d'une certaine manière, puisqu'ils vont s'éloigner de la caméra. Alors que toute la foule, elle est plutôt voilà, là, en avant, elle ne bouge pas. Donc ils sont plus dans le combat, c'est plus cette espèce de combat contre la foule, mais malgré tout, c'est quand même une trajectoire individuelle et qui va sous nos yeux aller se perdre dans la foule, disparaître de notre, voilà, de notre vision, devenir indiscernable. Et donc là, vraiment, le cinéaste signe ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est un destin parmi des milliers, voire des millions. Et on a choisi de raconter celui-là, mais on aurait pu raconter un autre. Et finalement, voilà cette idée que on ne va pas juger cette femme-là, on ne va pas la condamner, surtout qu'elle s'est condamnée très violemment elle-même pendant toute la deuxième partie du film, mais on va plutôt compatir à ce destin brisé et en même temps admirer le fait qu'elle ait su se relever malgré tout ce qu'elle a pu traverser, malgré le cataclysme justement de la guerre qui se finit. Et d'ailleurs dans ce sens-là, le discours prononcé par son ami n'est pas non plus anodin. C'est pas n'importe quel discours de fin de guerre, même s'il est assez officiel, voilà. Mais il dit ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait plus de guerre. Ce que nous voulons, c'est la paix. Ce que nous voulons, c'est que les mères ne pleurent plus, que les pères ne cachent plus une larme à la dérobée. C'est-à-dire qu'on parle vraiment, encore une fois, des destins brisés. Пройдет время, люди отстроят города, деревни, зарубцуются наши раны, но никогда не угаснет лютая ненависть к войне. Мы глубоко чувствуем горе тех, кто сегодня не может встретить своих близких. Et il dit, on s'est battu, mais c'est pas pour nous battre ou pour dominer les autres, on s'est battu pour être dans la vie, l'affirmation de la vie et la création. Et donc, voilà, c'est vraiment cette idée de réaffirmer le peuple, pour une fois, non pas comme juste victorieux, juste héroïque, mais aussi comme victime. Et qui ne demande qu'une chose, c'est de vivre en paix.